Donc un premier temps du groupe de travail qui va durer 1 heure autour des présentations de systèmes agroécologiques ou de travaux autour de ces systèmes par 3 chercheurs qui sont présentes. Je n'ai pas vérifié si Margot était présente, mais je pense. Voilà, donc Esther Fouillet, Manon Boulet et Margot Chaland vont présenter 3 systèmes différents, les travaux qui ont été faits sur ces différents systèmes. Donc, Esther Fouillet de l'UMR Agronomie, donc comme indiqué à l'écran, de Saclay. Elle se présentera plus spécifiquement après, mais donc elle va nous parler de ses travaux sur les mélanges d'espèces, sur la pratique agronomique et sur l'utilisation des agroéquipements par les agriculteurs sur ce sujet-là. On aura également donc ensuite Manon Boulet donc de l'unité TSCF à l'INRAE de Montoldre qui va nous parler du strip cropping, des bénéfices attendus, des verrous et des contraintes et donc de l'opportunité associée à la robotisation. Et puis, en troisième, Margot Chaland, qui est chargée de projet de recherche à l'INRAE et qui nous présentera ses travaux de thèse autour des vergers maraîchers. Et là encore, on pourra échanger avec elle autour de des opportunités associées à la robotisation de certaines tâches. Donc, pendant 1 heure des présentations, on aura juste peut-être 5 minutes d'échange après chaque présentation, mais l'idée, c'est d'arriver à l'heure suivante avec déjà ce corpus de connaissances donc dans l'heure d'après, on travaillera plus précisément sur l'identification de comment la robotique peut être mise au service de ces systèmes agroécologiques. Voilà. Et donc, avec l'aide des 3 chercheurs qui resteront avec nous dans cette 2e heure, on essaiera d'avancer sur ce sujet-là. Je vous rappelle que donc on a pour objectif d'écrire un peu une feuille de route de la robotique pour l'agroécologie et donc d'identifier des projets, des cas concrets qui pourraient être portés par la suite dans le cadre de ces travaux du grand défi de la robotique agricole pour développer des nouvelles solutions, creuser des sujets autour de la robotique au service de l'agroécologie. Tout de suite, on peut commencer les présentations. Je vous laisse partager vos présentations ou on en a 2 également qu'on peut, s'il y a un souci. Esther, vous pouvez commencer? Ok, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que là, vous voyez ma présentation ou vous voyez le mode présentateur? Non, on voit la présentation. Ok. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc, comme Christiane le disait, mes travaux de postdoc que j'ai réalisés au sein d'un projet de recherche européen qui s'appelle Intercrop Values. Et c'est un travail que j'ai mené avec Chloé Salambier, Laurent Bédoussac et aussi avec 2 personnes de la FNQMA, donc Annabelle Revel et Nassim Amiti, et qui portait sur la logique de gestion des agroéquipements pour les mélanges d'espèces. Et c'est un travail qu'on a mené à partir d'études d'expérience d'agriculteurs, agricultrices. Je voulais faire un rapide rappel sur ce qu'on entendait par mélange d'espèces en grande culture. Donc, la définition, c'est donc une culture simultanée d'au moins 2 espèces dans un même espace à un moment donné. Et donc, les mélanges d'espèces en grande culture, il en existe une diversité de modalités, qu'elles soient semées et récoltées au même moment ou alors une des espèces qui est détruite au cours de la culture. Voilà, il y a vraiment un grand panel de pratiques associées au mélange d'espèces. Et donc, pour donner quelques exemples de mélanges, il peut y avoir par exemple des mélanges
pois, blé, pardon, qui vont être tous les deux récoltés pour le grain, souvent pour l'élevage. D'autres mélanges plurispécifiques, donc par exemple triticale, veste, pois, avoine, qui vont être récoltés plutôt pour des fourrages. Après, il peut y avoir aussi, par exemple, des plantes qu'on appelle plantes de service, donc par exemple du colza, qui va être cultivé avec des légumineuses qui vont être donc gélives et détruites au cours de l'hiver. Voilà, donc c'était pour vous redonner un peu un panel de cette diversité. Et maintenant, et aussi donc on sait que donc la diversification c'est un levier pour la transition agroécologique, que parmi ces voies de diversification, du coup, les mélanges d'espèces, c'est une pratique qui va permettre d'améliorer la résilience, fournir des services écosystémiques, et notamment par une réduction des adventices, puisque le fait de mettre plusieurs espèces, on va avoir une couverture du sol plus efficace, une augmentation de la fourniture d'azote, notamment parce qu'on va beaucoup associer avec des légumineuses, un effet dilution de ces mélanges avec une réduction de la pression des bioagresseurs. On observe aussi qu'il y a une augmentation, une stabilité des rendements, puisque par exemple, si une des espèces a du mal à s'implanter, il y a l'autre qui prend le relais, donc on a une stabilité au cours du temps des rendements, et ce qui amène aussi à une stabilité économique. Cependant, et oui, et du coup, c'est comme je vous le disais, une pratique assez. Enfin, il existe une diversité de manières de faire des mélanges d'espèces, à la fois parce que le nombre de mélanges il est quasi infini dans la nature des espèces qu'on va associer, les choix variétaux, l'agencement spatial de ces mélanges, et ces choix-là, ils vont dépendre des objectifs, mais aussi des contraintes, enfin, de la situation, voilà, des agriculteurs, agricultrices. Et donc, c'est une pratique qui est assez peu développée et qui, quand elle est développée, est mise en place dans certaines conditions, à la fois de marché, donc de débouchés, d'accès à des semences, à des compétences, à des connaissances, à des agroéquipements aussi, notamment, on pense aux trieurs. Donc, l'accès à des agroéquipements adaptés, c'est souvent présenté comme un des obstacles à la diversification des cultures et notamment au développement des mélanges d'espèces. Et donc, il y a des questions qui vont émerger autour de la manière dont les agriculteurs et agricultrices vont gérer leurs équipements pour être en mesure de mettre en place cette pratique. Et c'est une inconnue aujourd'hui. Du coup, les objectifs de mon postdoc, c'était, la question de recherche à laquelle on a essayé de répondre, c'était d'identifier comment les agriculteurs et agricultrices allaient gérer leur parc d'équipements pour mettre en place les mélanges d'espèces, et ça dans leur situation, donc en prenant en compte bien le contexte dans lequel ils sont implantés. Et pour répondre à cette question, on a réalisé ce qu'on appelle une traque aux innovations. Donc ici, ce qu'on entendait comme... donc ça, c'est une méthode qui a été mise en place par Salambier. Et ce qu'on entendait par innovation ici, c'était donc un usage innovant des agroéquipements, c'est-à-dire par des détournements d'usage, des adaptations, des bricolages. Et donc, pour ça, j'ai donc identifié des agriculteurs, agricultrices que je suis allée enquêter. Et l'objectif, c'était d'étudier ce qu'on appelle leur logique d'action, c'est-à-dire de bien comprendre comment les équipements sont utilisés, lesquels sont-ils, à quoi ils servent, quelles sont les conditions d'utilisation, pour quel type de mélange et chaîne de valeur derrière, et comment est-ce que ces équipements ont été conçus, adaptés. Et donc, j'ai réalisé 14 entretiens, dont 11 en agriculture, qui étaient en agriculture biologique. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'était assez dispersé. Du coup, ça a donné une diversité de situations de production. Suite à ces entretiens, donc j'ai codé les données, analysé tout ça, et il y a plusieurs résultats qui ont émergé de ce travail. Le premier résultat qui a émergé, ça a été de caractériser les mélanges d'espèces par le prisme des équipements, notamment parce que voilà, le semis, ça apparaissait comme une variable clé pour mettre en place des mélanges d'espèces. Et donc, il y avait deux variables qui influençaient la manière dont les agriculteurs allaient conduire leur mélange, qui étaient à la fois
la profondeur de semis. Donc, ce que vous pouvez voir sur la première ligne, c'est si les espèces sont semées à la même profondeur ou si les espèces sont semées à des profondeurs différentes, mais aussi à l'agencement spatial, donc si les espèces sont semées sur le même rang, en rang alterné ou avec au moins une espèce à la volée. Et ces deux variables clés nous ont permis de classer, caractériser les mélanges à partir d'une typologie que vous pouvez voir ici. Donc, on a 6 types. Pour vous donner un exemple, donc le type 1, ça va être des espèces qui sont semées à la même profondeur sur le même rang. Donc, on va retrouver par exemple des mélanges blé-févrole, triticale pois, avoine gesse. Le type 5, ça va être des mélanges qui sont semés à des profondeurs différentes en rang alterné. Ici, on retrouve aussi par exemple le blé-févrole ou le colza-févrole. Et le type 3, ça va être donc des espèces où toutes les espèces sont semées à la volée puis enfouies donc à la même profondeur. Et on a ici le mélange, par exemple, blé-févrole, blé-pois. Et ce qui était intéressant d'observer avec cette nouvelle manière de classer, donc souvent les mélanges d'espèces, on les caractérise en fonction de s'ils sont semés en même temps, leur durée de coexistence, etc. Et là, ce qu'on a pu voir, donc c'est qu'on a plutôt utilisé la manière dont étaient gérés, étaient pensés les mélanges d'espèces à partir des semoirs disponibles sur l'exploitation. Et on a aussi pu identifier qu'il n'y avait pas de type d'agencement spatial spécifique pour un mélange donné, puisque par exemple, le mélange blé-févrole, on le retrouvait dans 5 des 6 types identifiés. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième résultat qui est plutôt un panel en fait, des équipements qu'on a identifiés, qui ont été adaptés, bricolés, détournés pour mettre en place des mélanges d'espèces, en me focalisant, encore une fois, là, je fais un focus sur le semis, puisque ça a été vraiment, avec le tri, une opération technique clé pour la réussite de la mise en place de cette pratique. Donc, le premier exemple que j'ai pu voir, c'était donc des outils qui avaient été bricolés, combinés, dans l'objectif de semer 2 espèces en un passage à des profondeurs différentes. Donc ici, c'est un agriculteur qui voulait mettre en place un mélange colza-févrole et qui voulait donc semer la févrole en profondeur pour éviter le gel, mais qui voulait aussi pouvoir semer ces 2 espèces en un passage pour limiter le temps passé sur le tracteur, puisque c'est une activité qu'il n'aimait pas forcément. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté donc, un strip-till pour bien travailler son sol avant le semis du colza. Et il a demandé en fait au constructeur de rajouter une descente, ce qui lui permettait, donc il avait son strip-till à l'avant du tracteur, la descente, qui était rattachée à une trémie, donc double compartiment. Et dans un des compartiments, donc, il y avait la févrole qui était semée par le strip-till. Et à l'arrière, il avait son vibroculteur qui semait son colza, qui permettait de semer son colza. Voilà, ça, c'est un exemple un peu de détournement, de bricolage pour semer donc 2 espèces à des profondeurs différentes en un passage. Un deuxième exemple, c'est un agriculteur qui voulait semer donc, un mélange blé-févrole. Ici, encore une fois, il voulait pouvoir semer donc, son blé plus en surface que sa févrole, et toujours avec l'idée donc, de pouvoir faire ça en un passage pour limiter ici le temps de travail, parce qu'il avait donc, une grande exploitation, donc il voulait pouvoir semer ce mélange en un passage. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé donc, un semoir de semi-direct qui était déjà sur l'exploitation. Dans la trémie de ce semoir, en fait, il y avait 2 têtes de distribution déjà qui permettaient une séparation plutôt droite-gauche. Et donc, sur son semoir, il avait 2 rouleaux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc ajouté une cloison qui n'était pas là quand j'y suis allée, mais du coup, il fait une séparation des têtes dans la trémie. Il a modifié les descentes pour que, au lieu que ça soit une séparation droite-gauche, ça soit avant-arrière. Et donc, ça lui permettait de régler le premier rouleau plus en profondeur et le deuxième plus en surface. Et donc, par rapport aux modifications des descentes qu'il avait fait, de semer donc la févrole en profondeur et le blé plus en surface.
J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas s'il y a des questions après sur les manières dont ont été bricolés, adaptés les outils. Un troisième exemple, là, c'est plutôt un usage détourné. Donc ça, c'est un agriculteur qui voulait semer donc, son tournesol avec des plantes de service, donc ici lucerne trèfle, et toujours avec cette idée de minimiser le temps de travail passé et donc de faire tout ça en un passage. Et là, ce qu'il a mis en place, c'est il mélangeait en amont lucerne trèfle qu'il plaçait dans son distributeur d'engrais, là qu'on voit sur la photo. Ce distributeur d'engrais, il était mis à l'avant du tracteur et à l'arrière, il a son semoir monograine qui lui permet de semer son tournesol et qui permet aussi de rappuyer un peu après derrière sur les graines de lucerne trèfle qui sont semées du coup à la volée et donc vraiment plus en superficie. Voilà, et un dernier exemple, ça va être donc un agriculteur, lui, qui a vraiment adapté, enfin bricolé un semoir en combinant différents éléments pour pouvoir semer des espèces, ici encore une fois, en un passage, à des profondeurs différentes ou bien à la même profondeur en fonction de la phénologie des espèces qu'il allait mélanger. Donc pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc, en fait, il avait vu un semoir neuf qui permettait de faire ça, mais il n'avait pas du tout enfin, il n'avait pas les capacités d'investissement. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt, lui, comme il était ancien prof d'agroéquipement en lycée agricole, il s'est dit, bah, en fait, je vais essayer, moi, de le construire. Donc, il a acheté, pour le coup, neuf, une trémie double compartiment. Donc, on voit là, c'est ce qui est en jaune. Et qu'il a combiné à un vibroculteur, ici. Donc, sur le vibroculteur, on voit qu'il y a deux têtes de répartition. Et ces têtes de répartition, elles permettent à la fois, il y en a une qui permet de semer en profondeur, donc avec les descentes qui arrivent au niveau des dents, et une autre descente à la volée, enfin une tête de répartition qui amène vers des descentes qui sèment plutôt à la volée. Donc ce qui fait qu'avec sa trémie de double compartiment, il peut choisir soit d'envoyer toutes les espèces dans une tête de répartition qui va semer tout en profondeur. Donc c'est ce qu'on voit ici pour les mélanges blé, févrole, triticale, pois, seigle, lentilles. Donc c'est semer tout à la même profondeur sur le même rang. Donc ça lui permet, la trémie de double compartiment, en fait, elle lui permet aussi de ne pas avoir à mélanger les espèces en amont, ce qui est souvent assez chronophage comme opération. Et ensuite, il peut aussi choisir d'envoyer donc un compartiment vers une tête de répartition qui va semer à la volée et un compartiment vers une tête de répartition qui va semer en profondeur. Et ça va être par exemple le mélange orge trèfle luzerne, où il met l'orge dans un compartiment qui est semé en profondeur. Et le mélange trèfle luzerne, pour le coup, là, qui mélange un peu en amont, qui va être semé à la volée. Voilà, ça c'était pour donner un autre exemple d'équipement un peu plus un peu plus polyvalent, on va dire. Et donc on arrive à la discussion. Enfin là, j'ai pas présenté tous mes résultats avec le temps imparti, mais ce qu'on a pu voir avec ce travail, c'est que l'entrée par vraiment les agroéquipements, ça permet de caractériser les mélanges d'espèces de façon, ça permet de les caractériser différemment. Ce qu'on a pu voir aussi, donc ça c'est un autre de mes résultats, c'est que en fait, le rôle la disponibilité des outils sur le territoire, notamment par les CUMA, des achats en collectif ou bien des entreprises de travaux agricoles qui vont avoir à disposition du matériel de tri, plusieurs outils de récolte qui vont faciliter la récolte des mélanges, ça va aussi façonner et changer la manière dont vont conduire dont les agriculteurs et agricultrices vont conduire leur mélange d'espèces. Ce qu'on a aussi pu voir, c'est que les agriculteurs et agricultrices ils vont s'adapter à la fois aux espèces qu'ils veulent mettre en mélange, mais aussi aux équipements déjà présents sur leur ferme. Et on a pu voir qu'il y avait un gradient un peu plus riche que cette polarité qui est souvent mise en contradiction, qu'on peut voir entre autoconstruction et robotique. Et donc, les agriculteurs, agricultrices, vraiment, ils vont adapter, bricoler, modifier les équipements qu'ils ont déjà
pour pouvoir mettre en place la pratique des mélanges. Et donc, cette approche vraiment par cette entrée par le parc matériel, ça amène aussi des perspectives pour s'intéresser à d'autres pratiques agroécologiques autres que les mélanges d'espèces qui permettent du coup de vraiment bien saisir et bien capter la manière dont vont penser les agriculteurs, agricultrices la pratique par rapport à ce qu'ils peuvent faire vraiment sur leur exploitation. Voilà pour ma présentation. J'espère que ce n'était pas trop rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions de compréhension. Merci. Merci Esther. Est-ce que, voilà, à chaud déjà, est-ce qu'il y a quelques questions? Ah, Xavier. Moi, j'en ai juste une. Merci pour ce tour de France des innovations faites par les agriculteurs qui ont fabriqué eux-mêmes leur matériel. Il y a plusieurs constructeurs qui se sont positionnés sur des semoirs multitrémies qui permettent de semer sur le même rang, pas sur le même rang, à la même profondeur, pas à la même profondeur. Donc finalement, toutes ces innovations d'agriculteurs, elles ont un équivalent sur le marché. Est-ce que dans le cadre de ce que vous avez derrière suivi, évalué, vous avez aussi regardé ces situations où les gens ont simplement fait appel à un matériel qui fait ça par construction? Ouais. En fait, suite à ce travail, du coup, moi, c'était vraiment, je suis allée voir à un moment donné ce qui était fait dans les fermes. Et on a fait un deuxième travail plus trajectoire, en fait, pour regarder comment, justement, le parc matériel et la pratique des mélanges pouvaient coévoluer. Et ce qu'on a pu observer, c'est que souvent, il y avait des cas où les agriculteurs allaient se lancer dans la pratique en adaptant leur parc matériel qui était présent sur leur exploitation. Et une fois qu'ils avaient un peu validé cette pratique et qu'ils en étaient satisfaits, dans ces cas-là, ils allaient se tourner plutôt vers du matériel neuf et notamment les semoirs avec plusieurs trémies. Mais il y avait souvent cette phase de test parce que c'est vrai que l'achat d'un semoir multitrémies, c'est quand même un investissement et du coup, il y a ce besoin de valider en amont la pratique avant d'investir dans du matériel neuf. Et après, il y a aussi d'autres agriculteurs qui, pour le coup, n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas les capacités et qui sont satisfaits de ce qu'ils peuvent faire avec leur matériel existant. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'est un peu ce qu'on a pu observer sur le terrain. Merci. Merci. Caroline, bonjour. une question? Oui, juste est-ce que vous avez constaté, alors pas forcément sur les 11 personnes, enfin les 14 que vous avez enquêtés, mais sur d'autres, des agriculteurs qui auraient effectivement utilisé un semoir lambda qu'ils avaient, mais qui plutôt avec un autoguidage ou pour chercher effectivement à placer, alors c'est plutôt pour votre type 2 et 5, donc là où on a des lignes alternées, Ouais. pour positionner la ligne de semis au bon endroit, mais sans pour autant investir sur un semoir spécifique. Il me semble qu'il y en a qui avaient un guidage RTK et qui notamment été rattaché au réseau Centipede, je crois. Mais c'était pas. Il me semble qu'il y en avait peut-être un, mais j'ai plus bien l'exemple en tête. Mais généralement, il n'y avait pas. Comme il se met en un passage, ces types-là en rang alterné, c'était souvent semé en un passage, donc ils n'avaient pas forcément besoin d'un guidage RTK. Et il me semble que dans les cas d'Adrien, du coup, qui était en stage puis en CDD avec nous, Adrien Femme, qui a fait ce travail trajectoire, il avait observé qu'il y avait certains agriculteurs qui allaient utiliser justement j'ai plus bien l'exemple en tête, j'ai peur de dire une bêtise, mais par exemple, les plantes de service qui étaient bien semées en ligne, ça allait leur servir de guidage, en fait, voilà, pour le désherbage mécanique, par exemple. Donc, il y avait, et c'est pas du guidage GPS, mais là, c'est du guidage par les plantes déjà semées. Parce que du coup, la question que je me posais, semer en même temps, enfin normalement, sauf si je me trompe, mais la févrole, elle n'est pas semée tous les ans, contrairement au blé. Donc, je veux bien que pour la première installation de la culture, ce soit possible, mais pour autant, derrière, il n'y a que le blé qui est récolté et qui doit être semé.
Non, là, pour le coup, par exemple, les févroles, c'est double récolte. D'accord. Du coup, Ouais, moi, ce que j'avais vu, c'était la févrole n'était pas effectivement récoltée, elle était juste raccourcie, si on peut dire, pour pas faire trop de concurrence au blé. oui, ça dépend. Enfin, par exemple, pour les mélanges colza, févrole, la févrole, elle est détruite ou alors, enfin, par le gel ou par des produits parfois. Il n'y a que le colza qui est récolté. Mais pour le coup, la plupart du temps, les mélanges, oui, céréales légumineuses, donc blé, févrole, triticale pois, etc. Là, les deux espèces vont être récoltées et triées derrière, soit par la grille, soit par la COP si elle accepte. D'accord. Merci beaucoup. On va arrêter là les questions à chaud, Oui, juste pour merci. enchaîner. On aura le temps de recreuser les sujets dans l'heure d'après. Du coup, on va proposer à Manon Boulet peut-être de faire sa présentation maintenant. Manon, Oui, je suis là. je vous laisse œuvrer pour la suite. Oui, alors attendez. Voilà. Et dites-moi aussi si vous voyez ma présentation ou le mode présentateur. Là, c'est bon. C'est bon? Bon, C'est parfait. tout bon. Alors attendez. Diminuer un petit peu l'onglet. Voilà. Hop. Bon, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Manon Boulet, ingénieure d'études à INRAE. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, le strip cropping, la culture en bande, et le cas d'étude qu'on a mis en place depuis 2024 sur le site INRAE de Montoldre dans l'Allier. Alors, donc déjà, le strip cropping, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système donc, de culture dans lequel plusieurs espèces sont cultivées en bande alternée dans une même parcelle. Donc, on a une diversification spatiale des systèmes de culture avec des largeurs de bande très variables selon le matériel agricole utilisé. Donc, l'idée, c'est de cultiver des cultures plutôt asynchrones pour qu'elles aient un développement, on va dire, qui permet d'avoir une couverture de sol maximisée sur toute l'année et limiter du coup les périodes de sol nu sur la parcelle. Donc, vous avez 3 exemples. Donc, le blé avec le tournesol, donc le blé qui va être moissonné alors que le tournesol sera en pleine floraison, par exemple. Et du coup, l'occupation est maximisée. Ensuite, évidemment, le maïs, le sarrasin. Et puis, plus généralement, donc, soit un colza ou une céréale d'hiver semée en alternance avec une culture d'été. Donc, évidemment, ce système, il implique de repenser ces rotations. Donc, il faudrait dire adieu, par exemple, au système classique de type colza, blé, orge. Alors, donc, ce système, c'est à l'opposé de l'image des systèmes économiquement performants qu'on imagine toujours grands en surface et plutôt homogènes. Mais l'un des inconvénients de ces systèmes conventionnels, c'est qu'il a été observé dans la littérature que la régulation biologique diminue lorsque la taille des parcelles augmente. Cette relation, elle apparaît dès l'instant où la parcelle, elle va dépasser 3 hectares. Ça signifie donc que les auxiliaires, donc la faune qui lutte contre les ravageurs, ne parviennent pas à coloniser l'ensemble de la parcelle. Ils vont se cantonner à son pourtour et donc la pression des ravageurs est plus élevée sur la parcelle, leurs dégâts sont donc plus importants. Vous allez me dire, 3 hectares pour un agriculteur, c'est déjà plutôt petit comme surface, en particulier quand on pense aux exploitations américaines, par exemple. Le strip cropping, il propose donc une approche intermédiaire, donc on conserve un système mécanisé tout en réintroduisant de l'hétérogénéité et de la diversité dans l'espace agricole. Donc, je vais vous présenter 3 principes agroécologiques qui démontrent l'utilité et la pertinence des systèmes en strip cropping. Donc, le premier, c'est la protection du sol et la réduction de l'érosion. Alors, l'alternance donc de cultures couvrantes, comme des légumineuses ou des céréales d'hiver, avec des cultures plus ouvertes, comme par exemple le maïs, eh bien, ça permet de casser le ruissellement, donc de diminuer la vitesse de l'eau et l'érosion hydrique et le lessivage des nutriments vers les horizons plus profonds. Là, donc, vous avez, pour les 3, j'ai pris des exemples de publications scientifiques. Toutes les références, elles sont dans la diapositive de fin de ma présentation. Donc, si les présentations sont bien disponibles pour les membres du GT, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil.
Et du coup, là, sur les travaux présentés ici, donc la largeur des bandes, là, comme vous pouvez le voir, elle a un effet significatif sur le stockage de l'eau dans le sol au niveau de l'horizon supérieur. Donc là, c'est ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais vous voyez bien que plus la largeur des bandes augmente et plus le stockage de l'eau diminue. De même, sur le tableau sur la droite, on constate que le résultat de l'équation d'érosion éolienne, donc WEQ, il augmente avec la largeur des bandes. Donc, les bandes plus petites subissent moins l'érosion éolienne. Donc là, le deuxième principe, ça va être que la culture en bande, elle permet une meilleure efficience d'utilisation des ressources. Vu qu'on va juxtaposer des cultures avec des architectures aériennes et racinaires très différentes, ça permet de mieux exploiter les différentes profondeurs du sol, donc aussi de mieux utiliser la lumière, l'eau, les nutriments, en particulier l'azote. Donc là, sur la figure de droite, les auteurs y comparent la teneur en eau du sol dans des bandes de maïs et de pois à différents stades de développement et à différentes profondeurs de sol. Donc, si les valeurs sont positives, ça signifie qu'il y a plus d'eau dans les bandes de maïs que dans les bandes de pois et inversement. Donc, en rouge, vous avez le système en bande avec une barrière physique entre les systèmes racinaires des deux espèces. Et en noir, le système en bande sans barrière physique. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, le maïs, il va exploiter les couches plus profondes et après la récolte du pois, il va bénéficier d'un apport en eau en provenance des bandes de pois, seulement dans le cas de l'absence de barrière entre les systèmes racinaires. Donc, c'est bien ce que vous pouvez voir là sur la droite du graphique. Donc, alors, sur la deuxième figure, on a l'accumulation totale d'azote dans les plantes en fonction de la dose d'engrais azoté minéral appliquée. Donc, sur la gauche, vous avez les céréales en culture seule, donc en l'occurrence de l'orge. Vous voyez que la tendance est très nette. Plus on apporte d'engrais azotés, plus la plante en accumule. Pour les légumineuses seules, donc là, en l'occurrence, le pois, sur la droite du graphique, la tendance, elle est plutôt plate, puisque les légumineuses fixent déjà l'azote atmosphérique de l'air grâce à leur nodosité. Et vous voyez au milieu, donc dans le cas des mélanges, pour une même dose d'engrais, le mélange va accumuler significativement plus d'azote total que la somme des deux monocultures séparées, simplement parce que la céréale va capter la majorité de l'engrais minéral qui sera apporté, et la légumineuse, elle va booster sa propre fixation d'azote atmosphérique grâce à la concurrence racinaire qu'elle a avec la céréale. Donc, en résumé, la biomasse et le rendement augmentent pour la même quantité d'engrais, voire avec moins d'engrais minéral. Le troisième pilier qu'on a évoqué en début de présentation, du coup, c'est la régulation biologique des bioagresseurs. Donc, la présence de barrières physiques et la diversité végétale, ça va modifier les dynamiques de population des ravageurs et des auxiliaires. La diversité végétale, ça induit généralement une hausse de la biodiversité fonctionnelle grâce à une diversité élevée d'habitats pour les arthropodes, pour les micro-organismes du sol, la faune auxiliaire au sens large. Donc, sur la figure de gauche, vous avez les densités de pucerons du blé en fonction du temps en monoculture, donc c'est les courbes avec les figures blanches, et en strip cropping blé-luzerne, c'est les courbes avec les figures noires. Donc, en monoculture, vous voyez que le nombre de pucerons est très élevé pour très peu d'acariens prédateurs. En strip cropping, alors si jamais les pucerons, c'est les aphides, c'est les figures, les ronds, et les acariens prédateurs, c'est les triangles. En strip cropping, donc on peut voir que le nombre de pucerons il diminue et le nombre d'acariens il est multiplié par 7. On peut donc penser que la luzerne elle fournit des habitats pour les auxiliaires. Ces résultats ils sont corroborés par les travaux illustrés par la figure de droite qui présente une comparaison de parcelles en monoculture et en strip cropping en termes de population de carabes. Donc c'est des coléoptères prédateurs de ravageurs. Donc, on peut noter que la richesse en espèces, elle augmente de 15% en strip cropping. L'abondance totale de carabes, elle augmente également de 30 à 50%.
et la diversité de Shannon. Donc, c'est un indice qui va pondérer la richesse et l'équilibre entre les espèces dominantes et rares. Eh bien, il va s'améliorer de 20%. Je vais maintenant vous présenter le dispositif expérimental mis en place sur le site INRAE de Montoldre dans l'Allier. Donc, l'expérimentation a débuté en 2024. Le système est constitué de bandes de 12 mètres, avec au total 16 bandes, donc 8 pour chaque espèce. Plusieurs cultures ont été implantées au fil des années. Vous avez le détail des rotations sur la diapositive, avec du coup l'encadré rouge, c'est ce qui est sur le sol cette année. Alors, dans notre dispositif, les bandes alternées, elles sont cultivées différemment. Il y a 2 itinéraires techniques en alternance. Donc, l'un des 2, c'est un système de culture sous couverture permanente, donc avec un semi-direct sous couvert végétal. Et le second, c'est un système de culture employant le désherbage mécanique pour gérer la pression adventice. Nous, on n'a pas de matériel pour le semi-direct, donc il est réalisé par un prestataire. Concernant donc les premiers résultats agronomiques, il faut noter que le dispositif il est encore relativement récent. Donc, on fait des ajustements d'une année à l'autre. Pour les rendements, les cultures implantées sous le couvert elles n'ont pas été récoltées. La luzerne elle a pris le dessus. Vu que dès l'instant où la culture de rente est développée, on ne peut plus la broyer, on ne peut plus la gérer mécaniquement. Donc, il faudrait faire un traitement phytosanitaire, mais c'est plutôt délicat parce que le produit employé ne doit pas impacter négativement la culture de rente et on essaye de miser le plus possible sur le biocontrôle pour atteindre des objectifs agroécologiques. Concernant les bioagresseurs, donc pour les adventices, elles sont difficiles à gérer sous le couvert pour la même raison, mais on observe globalement moins d'adventices dans les zones avec du couvert. Pour les ravageurs, plusieurs ont été surveillés, mais on n'a pas atteint les seuils d'intervention. Donc, on a juste utilisé du phosphate ferrique, donc un produit de biocontrôle sur les limaces qui était quand même assez présente dans les bandes avec le couvert. Enfin, concernant les maladies, aucune n'a été observée jusqu'à présent. On effectue évidemment une surveillance et on réalise aussi des traitements préventifs avec du soufre. Autre chose à noter d'un point de vue agronomique, bien évidemment, la luzerne, elle est bien plus, elle s'est bien développée, elle en est à sa 2e, 3e année, donc c'est son pic de biomasse. On a observé aussi que les bandes ayant 1 an de luzerne supplémentaire, puisqu'on a implanté 1 an avant, elles nécessitent moins d'apport d'engrais. Concernant la compaction du sol, on n'a pas fait d'analyse de sol pour le moment, mais les bandes avec le couvert, normalement, vu qu'elles reçoivent moins d'intervention mécanique, le risque de compaction il est censé être plus bas. Et comme vous pouvez le voir du coup sur la photo du haut, on a implanté une bande fleurie en 2024 pour attirer les pollinisateurs et servir d'habitat aux auxiliaires. Donc on a prévu de la réimplanter dans les prochaines années. Alors, plusieurs verrous ont été identifiés. Le semi-direct, du coup, il est réalisé par un prestataire parce qu'on n'a pas le matériel adapté. Les semoirs à semi-direct, ils sont lourds. Ça peut avoir un impact sur le sol. La gestion des adventices, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est un vrai défi puisque dans les bandes sous couvert, pas de binage possible. Le désherbage est uniquement chimique. La largeur des bandes, c'est aussi un problème dans le sens où il faut que ce soit compatible avec le matériel que l'on a à disposition. Notre épandeur, par exemple, il agit sur 24 mètres de large, donc on ne peut pas épandre comme on le souhaiterait puisque nos bandes font que 12 mètres et que l'engrais azoté sur la luzerne, c'est pas conseillé. Le strip cropping, ça demande également plus de temps et d'organisation. Donc, il faut coordonner les semis. Il faut gérer plusieurs itinéraires techniques sur une même parcelle, s'adapter aux conditions météorologiques, mais ça, c'est un peu plus global aux expérimentations agricoles. D'autres difficultés elles concernent plutôt l'aspect agro. Donc, par exemple, la compétition entre bandes. Nous, on ne l'a pas encore constaté dans notre dispositif, mais c'est parfois observé dans la littérature. Les variétés implantées, elles doivent être préférablement résistantes aux ravageurs aux maladies, mais il faut aussi que ça ne
sur le couvert, en l'occurrence, que ça ne prenne pas trop le pas sur la culture de rente, ce qu'on a encore un petit peu de mal à faire. Il faudrait qu'on trouve une autre variété qui soit un petit peu moins concurrentielle. Et d'un point de vue plus global, au niveau de la filière, l'introduction de nouvelles cultures, ça peut poser des problèmes de valorisation économique, notamment pour certaines légumineuses. Donc, face à ces verrous, plusieurs leviers d'action sont discutés dans la littérature et puis dans des projets. Donc, un levier important, ça concerne le développement d'outils pour le pilotage des opérations culturales, donc la mise en place d'OAD, de modélisation, l'installation de capteurs sur les machines, les agroéquipements. La robotique pourrait permettre une intervention plus précise, une réduction de la dérive des traitements phyto et des engrais, et potentiellement une gestion plus fine des cultures quand elles sont proches les unes des autres. Un second levier, ça serait la formation et l'accompagnement des acteurs, donc renforcer l'enseignement sur la diversification des systèmes, former les conseillers à la conduite de systèmes en bande, favoriser les échanges via des groupes d'agriculteurs, par exemple, ou des living labs. Et enfin, donc, sur le plan économique, la mise en place, par exemple, de dispositifs de soutien au système de culture diversifié, la reconnaissance des services rendus au niveau de la biodiversité ou de la qualité de l'eau. Et enfin, donc, comme je l'ai évoqué juste avant, la structuration de filières pour les cultures introduites dans les bandes, qui n'existent pas pour le moment, enfin, qui sont très limitées. Et donc, pour finir, le strip cropping, c'est donc un compromis entre la monoculture et l'association culturelle, puisqu'on a introduit de la diversité spécifique tout en conservant des pratiques mécanisées classiques sur une même surface. C'est un système avec un potentiel intéressant, mais qui demeure très dépendant du matériel qu'on utilise, du choix des espèces implantées et puis du contexte pédoclimatique plus généralement. La complexité technique de ce type de système agricole, ça pourrait être facilité par l'usage de la robotique agricole et de l'agriculture de précision. Et il serait même du coup envisageable de resserrer le maillage en avançant vers un autre type de système agricole, donc le pixel farming. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Manon. Alors, 1 minute pour une question et après on enchaîne. Est-ce que quelqu'un a une question? Direct à chaud. Pascal. Oui. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais 2 questions. La première, de l'ordre pratique, comment vous gérez les fourrières du fait que vous avez des bandes? Oui. Et la seconde, quelle est la rentabilité économique par rapport à des monocultures prises séparément? Est-ce qu'il y a une plus-value? Alors, au niveau de la rentabilité économique, nous, dans le cadre de notre expérimentation, on n'a pas du coup fait de récolte probante, surtout sur les parcelles avec le couvert. Donc, c'est compliqué de vraiment faire une comparaison avec nos parcelles en monoculture. On a une exploitation d'une centaine d'hectares et du coup, on a ce dispositif-là sur une dizaine d'hectares. Et par contre, tout le reste de l'exploitation, c'est de la monoculture classique. Donc, on n'a pas encore de résultats. C'est pour ça j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait qu'on a des problèmes avec la gestion du couvert et que c'est vraiment en fait quelque chose qu'on a du mal à gérer pour le moment. Donc, on essaye aussi de voir pour tout ce qui est matériel, par exemple du strip-till, ce genre de choses, des tondeuses entre guillemets entre les rangs, etc. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas de résultats en termes de rentabilité et de productivité comparé à la monoculture. Et puis pour votre deuxième question, donc pour les fourrières, bien en fait on travaille au plus près possible du bord de la parcelle, dans le sens où on a un fossé en fait d'un côté et un chemin de l'autre. Donc, on a, globalement, on laisse 3 à 4 mètres non travaillés, puisque c'est là qu'on va venir faire les demi-tours avec les tracteurs et les outils derrière. Tout ce qui est bande entre tout ce qui est entre guillemets fourrière entre les bandes, on a remarqué que notre luzerne, elle a tendance à prendre le pas à l'endroit où sur les bandes où il n'y a pas de couvert. Donc, c'est encore un problème de gestion du couvert, mais du coup, ça se recoupe avec ce que je vous disais juste avant.
J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Alors du coup, pour tenir notre temps, on va passer directement à la présentation de Margot Chalon. Et on aura le temps de revenir dans l'heure d'après sur les différentes présentations pour des questions plus précises. Margot, Oui. je vous laisse prendre la suite. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Ok. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Margot Chalon, je suis chargée de projet de recherche en agronomie à l'ISARA. Donc, l'ISARA, c'est une école d'ingénieurs agronomes qui est à Lyon. Et donc, moi, là, je vais vous parler de mes travaux de thèse que j'ai soutenus en 2024. Donc, voilà, c'est une thèse que j'ai fait à l'Institut Agro Montpellier, sous la direction de 2 professeurs de l'Institut Agro, donc Stéphane de Tourdonnet et Philippe Vismara. Je vais essayer d'être assez concise dans ma présentation de mes travaux de thèse. Donc, je vais vous parler de la manière dont on a combiné l'intelligence artificielle et une approche participative pour le design agroécologique de systèmes biodiversifiés. Donc, je vais commencer par présenter mes travaux de thèse et puis ensuite, je vais essayer de prendre un petit peu de recul de hauteur pour faire le lien avec la thématique de la robotisation. Alors, est-ce que ça passe? Ouais. Donc pour commencer, en fait, on partait du constat dans ma thèse qu'un des principaux défis de la transition agroécologique, c'est la reconfiguration des agroécosystèmes. Reconfiguration et notamment reconfiguration spatio-temporelle. Donc ça pose une question qui est comment est-ce qu'on peut arriver à combiner les différentes composantes de l'agroécosystème, à la fois dans l'espace et dans le temps, avec l'objectif de renforcer les synergies entre ces éléments dans un contexte donné, tout en assurant la durabilité du système agricole, donc en termes de travail, de rentabilité, de qualité de vie, etc. Donc ça, c'est la question générale. Pour ce faire, en fait, on rencontre 3 grandes difficultés qui sont d'une part le fait qu'il faut prendre en compte de nombreux facteurs qui sont à la fois agroécologiques, mais aussi des facteurs opérationnels, pédoclimatiques, économiques, etc. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a un grand nombre de combinaisons spatio-temporelles possibles dans les systèmes diversifiés. Et évidemment, plus on diversifie le système, plus la combinatoire est élevée. Et enfin, la dernière difficulté, c'est qu'il faut arriver à combiner des connaissances diverses qui sont à la fois scientifiques, expertes, techniques, et puis des connaissances aussi plus opérationnelles, situées, voilà, dont des connaissances locales. Donc l'objectif de ma thèse, c'était d'essayer de répondre à cette problématique en combinant 2 approches qui sont donc la programmation par contrainte, qui est, on va dire, une forme d'IA symbolique, et les ateliers de co-conception en impliquant des agriculteurs et agricultrices, des designers. Donc designers, on appelle designers les personnes qui designent, donc vraiment aménagement, dans le sens aménagement spatio-temporel, et des scientifiques. Donc pourquoi on a décidé de mobiliser ces 2 approches? Alors déjà, on mobilise la programmation par contrainte parce que c'est une forme d'IA qui offre des formalismes à forte expressivité, d'une part, et d'autre part parce que ça permet de gérer la dimension combinatoire du problème. Et ensuite, on a décidé de mobiliser l'approche atelier de co-conception parce qu'ils permettent de combiner des connaissances diverses, donc de différents acteurs, d'améliorer des scénarios à partir de ces connaissances diverses et de placer l'agriculteur ou l'agricultrice au centre du processus de conception. Donc, les ateliers de conception, ils vont permettre en fait de définir un ensemble de contraintes, donc voilà, agronomiques, écologiques, opérationnelles, etc. Donc, formaliser le problème. Et puis ensuite, la programmation par contrainte, elle permet de proposer des scénarios qui sont parfois disruptifs et adaptés au contexte local.
qui respectent l'ensemble des contraintes définies par les utilisateurs et utilisatrices. Donc voilà pour la démarche globale. On a décidé de mettre en œuvre cette approche sur l'un des systèmes qu'on considère les plus complexes, qui sont les vergers maraîchers. Donc les vergers maraîchers, c'est des systèmes agroforestiers qui combinent sur une même parcelle donc, des cultures maraîchères et des cultures fruitières. C'est des systèmes qui sont hautement diversifiés, puisque en général, c'est du maraîchage ultra diversifié. On retrouve parfois jusqu'à 40 espèces et variétés de cultures maraîchères et plusieurs espèces et variétés de cultures fruitières. Donc, des systèmes très diversifiés qui posent des vraies questions de design et de complexité du design. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu le modèle qu'on a conçu dans ma thèse. Donc, c'est un modèle qu'on a appelé agroécoplan. C'est un modèle flexible qui est basé donc sur la programmation par contrainte, qui permet de concevoir des plans de culture. Donc nous, comme je vous le disais, on a travaillé sur les vergers maraîchers, donc des plans de culture en maraîchage, en intégrant un ensemble de contraintes qui sont donc des contraintes opérationnelles, pédoclimatiques et agroécologiques. Et donc notre modèle, il comporte un ensemble de contraintes qui sont toutes paramétrables, voilà, très très paramétrables, avec des contraintes de délai de retour, d'emplacement interdit, de précédent interdit, de voisinage interdit, etc. Donc des contraintes à la fois spatiales et des contraintes temporelles. Et le modèle permet aussi de faire de l'optimisation, donc d'optimiser certains critères. L'objectif du modèle étant de prendre le calendrier de culture, donc c'est-à-dire la liste de toutes les cultures qu'on veut cultiver, et utiliser toutes ces contraintes pour affecter ces cultures à des emplacements spatiaux qui sont des petites parcelles, des planches de culture. Ouais. Ça, c'est pour la présentation globale du modèle. En fait, j'essaie d'aller assez vite, évidemment. Si vous avez un peu certaines précisions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc ensuite, on a conçu ce modèle et ensuite l'idée c'était de l'utiliser dans le cadre d'une démarche de co-conception. Donc on a développé une démarche en 3 étapes. Donc la première étape c'était de spécifier les données du problème en atelier. Donc à la fois poser le contexte, comment est agencée notre ferme, quelles sont les planches, quelles sont les cultures qu'on veut affecter, et puis identifier toutes les contraintes qu'on veut prendre en compte. Une fois qu'on a toutes ces données, donc on constitue un premier scénario, et ensuite on utilise le modèle pour affecter toutes ces cultures aux planches de culture ou aux micro-parcelles. Si le modèle ne trouve pas de solution, ce qui est un cas assez courant puisque en fait le problème est surcontraint, il y a trop de contraintes, pas de solution. Donc on refait un atelier et puis on modifie les contraintes, éventuellement on réduit le nombre de contraintes et on refait tourner le modèle. Et puis là, on peut faire plusieurs itérations jusqu'à trouver un premier plan de culture. Et une fois qu'on a trouvé un plan de culture, on refait un atelier pour regarder en fait la solution, voir si elle nous semble satisfaisante. Et sinon, eh bien, on modifie en fait les contraintes. Et on utilise à nouveau le modèle et on refait cette itération autant de fois que nécessaire jusqu'à trouver une solution qui est jugée satisfaisante. Ça, c'est la démarche globale. On l'a mise en œuvre donc, dans le cadre de ma thèse sur un cas d'étude avec une ferme, en fait, un agriculteur et une agricultrice. Et donc, on a fait on a mis en œuvre toute cette démarche. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de la mise en œuvre de cette démarche. Donc, tout d'abord, donc, le modèle il a été exécuté avec l'ensemble des contraintes qui ont été identifiées lors de la première étape. Donc ça, c'était un premier résultat, c'est qu'en fait, là, ce que vous voyez ici, alors bon, mon schéma est un peu complexe, mais en gros, ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des contraintes qui ont été formulées par les agriculteurs et agricultrices. Ça, c'est un premier résultat en soi parce que c'est un travail
qu'ils et elles n'ont jamais eu l'occasion de faire avant, en fait. Formaliser toutes les contraintes qu'ils veulent prendre en compte, qui sont des contraintes agroécologiques, opérationnelles et pédoclimatiques. Donc, premier résultat. Ensuite, on a utilisé le modèle. On s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas de solution, donc leur problème était largement surcontraint. Et donc, pour trouver une solution, eh bien, on a fait un ensemble de boucles d'itération, comme je vous le disais, pour réduire ces contraintes. Donc, en fait, on a priorisé ensemble leurs contraintes en faisant des choix, en justifiant ces choix. Et enfin, on a eu de nouvelles boucles d'itération qui avaient pour objectif d'améliorer la solution. Et ça, c'était intéressant aussi parce que ça nous a conduit à identifier de nouvelles contraintes, à en préciser d'autres, etc. Du coup, ça, ce que vous voyez là, en fait, c'est les plans de culture qui ont été générés par le modèle. Donc, à gauche, c'est le plan de culture initial donc, des agriculteurs et agricultrices. Et à droite, c'est le plan de culture qui a été co-conçu dans les ateliers. Ce qu'on a observé globalement, c'est que la démarche, elle a permis d'expliciter les connaissances des concepteurs et conceptrices, enfin designers, du processus de conception. On a pu respecter l'ensemble des contraintes qui étaient jugées prioritaires par les agriculteurs et agricultrices. Et en fait, on a déconstruit leur méthode, la méthode qu'ils mettent en œuvre en fait pour designer. Et on a produit une solution qui est mieux adaptée à leurs besoins et mieux adaptée au contexte local. Je vois que le temps tourne et en fait, bon, ça c'est la discussion et les conclusions générales. Mais après, je voulais peut-être garder un peu de temps pour parler un peu de robotisation. Bon, je vais essayer d'aller très très vite là-dessus. Mais en gros, notre approche, elle a permis de mobiliser donc, des agriculteurs et agricultrices, designers, scientifiques dans des ateliers de co-conception, ce qui a permis de favoriser la créativité et la prise de décision réflexive. La flexibilité de la programmation par contrainte, elle a permis d'adapter le modèle au cours du processus de conception pour intégrer toutes les connaissances et décisions qui étaient formulées en fait pendant les ateliers. La mise en œuvre de cette démarche, elle a permis de mettre en évidence un éventail de compromis acceptables pour les agriculteurs et agricultrices en conciliant à la fois des contraintes agroécologiques et des contraintes opérationnelles qui sont souvent opposées, enfin qui sont contradictoires. Et puis cette approche, elle a permis de stimuler la réflexivité, d'explorer des scénarios disruptifs, des scénarios qu'ils n'étaient pas capables de proposer, d'explorer eux-mêmes parce que le problème est trop complexe, d'en évaluer les impacts potentiels et de faciliter des décisions éclairées en cohérence avec l'ensemble de leurs objectifs. Et on pense également, on fait l'hypothèse que cette approche pourrait être applicable à une diversité de systèmes de culture à condition qu'ils soient diversifiés, puisque c'est une démarche qui présente un intérêt pour les systèmes qui sont ultra diversifiés. Et donc, voilà, je voulais prendre juste 2-3 minutes pour vous partager un petit peu. Donc, je me suis posée pour réfléchir un petit peu sur les perspectives de robotisation en système ultra diversifié, sachant que, voilà, moi, j'ai travaillé sur les vergers maraîchers et le maraîchage ultra diversifié. Donc, mes réflexions, elles sont en lien avec ces systèmes-là que je connais. Donc, en gros, on part l'hypothèse forte qu'on fait en agroécologie, c'est ce que disait Esther Fouillet tout à l'heure, c'est qu'un des leviers qui va être généralement mobilisé, c'est la diversification pour accroître la résilience des systèmes agricoles et pour fournir un ensemble de services. Donc, on fait l'hypothèse qu'il va falloir diversifier au maximum, enfin, en tout cas, diversifier ces systèmes. Sauf que diversifier va avoir pour conséquence d'accroître la complexité, à la fois, donc moi je distingue deux choses, à la fois la complexité de la conception design des agroécosystèmes, donc ce qu'on fait en amont, donc au moment où on va réfléchir, concevoir ces systèmes, les agencer dans le temps, l'espace, etc.
et ensuite accroître aussi la complexité de la gestion opérationnelle au champ. Donc moi, je me suis penchée sur cette phase-là de conception en amont. La diversité, donc ce qu'on a observé, c'est que plus on diversifie les systèmes, plus on a une diversité de cultures, une diversité de critères. Et en fait, ce que ça induit, c'est qu'au final, on a des problèmes qui sont de plus en plus complexes, donc énormément de facteurs, une combinatoire très, très importante. Et on atteint assez rapidement les limites cognitives du cerveau humain pour résoudre ce type de problème. Et donc, la piste qu'on a explorée dans ma thèse, c'était d'utiliser l'IA pour résoudre ce problème une fois qu'il est formulé par l'humain. C'est-à-dire que on va juste explorer la combinatoire, proposer une solution. Ça, c'était dans le cadre de mes travaux et donc pour la phase de conception. Et en ce qui concerne la gestion opérationnelle des agroécosystèmes, il y a des études également, évidemment, qui montrent que le fait de diversifier, en fait, ça complexifie la gestion. Et si on regarde le cas des vergers maraîchers, du maraîchage ultra diversifié, donc qui sont des systèmes ultra diversifiés, ce qu'on observe, c'est que on a d'une part une technicité accrue, c'est-à-dire qu'il faut savoir maîtriser la gestion, les itinéraires techniques d'un grand nombre de cultures qui sont très, très différentes et qui ne se cultivent pas du tout de la même façon, notamment quand on est des arbres fruitiers et du maraîchage. C'est deux métiers différents. On a une charge de travail qui est accrue, donc un temps de travail qui est très important, une pénibilité physique, surtout en maraîchage ultra diversifié sur petite surface, ils sont souvent peu mécanisés, donc c'est un travail qui est très pénible. Et enfin, une charge mentale qui est également accrue, parce qu'il faut gérer une multitude de tâches quotidiennes qui sont très différentes. Il faut arriver à s'organiser, il ne faut pas oublier des tâches, etc. Donc, cette diversité, elle accroît également la charge mentale. Et donc là, les pistes à explorer et qui sont aussi explorées actuellement, c'est à la fois des outils numériques qui aident à la gestion. Donc, pour travailler sur cette charge mentale, il en existe un certain nombre. J'ai mentionné l'outil Elzéar, Bringle, enfin, il en existe vraiment pas mal pour aider en fait à s'organiser. Utiliser des capteurs du pilotage, notamment pour l'irrigation, pour la gestion des maladies, etc. Et puis éventuellement des robots d'accompagnement pour certaines tâches qui peuvent être on va dire, automatisées, comme le désherbage, porter des décharges, etc. Et par rapport aux agriculteurs et agricultrices que je connais un peu mieux, donc ceux qui travaillent sur les vergers maraîchers, système ultra diversifié en maraîchage, j'ai mes deux limites points d'interrogation qui sont l'acceptabilité chez ce type d'agriculteurs et agricultrices, qui sont souvent ce qu'on appelle des NIMA, donc des personnes non issues du milieu agricole, des néo-ruraux, qui sont portés par tout un tas de convictions écologiques, environnementales, sociales, etc., qui peuvent avoir des craintes de perte d'autonomie, d'impact environnemental de ces solutions technologiques, et une question concernant l'accessibilité, notamment financière, dans ce type de système qui est en général assez compliqué, dans le sens où en maraîchage diversifié, il y a une très bonne partie, alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais une bonne partie qui peine déjà à se payer un SMIC. Donc c'est en termes de pour se payer des robots, ça peut être un petit peu des questions de cibler ce type de public. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, un petit peu. Ça va. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une question peut-être à chaud, direct, et puis après, on va passer sur une phase plus d'échange ensemble. Oui, Jean-Pierre, oui. Ah, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais une question par rapport à tes scénarios que produit le système de recommandation. Est-ce qu'il y a des scénarios très extrêmes en termes d'agroécologie, donc avec plein de bénéfices, et qui ont été écartés pour des raisons de faisabilité technologique?
Et du coup, est-ce qu'on pourrait les reprendre en se disant, ces scénarios extrêmes, quelle machine pourrait faire qu'ils soient possibles? Ouais, oui, tout à fait. Alors bon, le truc, c'est quand même que globalement, dès le départ, on formule toutes les contraintes à la fois agroécologiques et à la fois opérationnelles. C'est-à-dire que les agriculteurs et agricultrices sont quand même conscients qu'il va falloir regrouper un peu les cultures dans l'espace, etc. Ça, c'est la liste au Père Noël. Donc, en gros, ils ont été rapidement obligés d'écarter toutes les contraintes, une bonne partie des contraintes agroécologiques. Donc au final, on n'avait pas de scénario où on avait les cultures extrêmement dispersées dans l'espace pour diluer les cultures, diluer la transmission des maladies. Parce qu'en fait, très rapidement, ils ont décidé d'écarter ces contraintes-là. En revanche, effectivement, si on ajoute dans le processus de réflexion la possibilité de remplacer les contraintes opérationnelles par exemple, le fait de mécanismes, des solutions technologiques, on pourrait éventuellement remettre certaines contraintes agroécologiques, quoi. Donc ça pourrait faire partie des réflexions, hein. Oui, parce que je pense qu'on a une approche où, en fait, le modèle agroécologique, on l'associe toujours à une typologie d'agriculteurs que tu as décrit à la fin. Mais si on veut passer à l'échelle, il faut se dire, ça va intéresser d'autres typologies d'agriculteurs. Et pour le faire, il faut changer aussi cette dimension-là. Le passage à l'échelle de l'agroécologie, ce n'est pas généraliser sur la ferme France l'ensemble de ces types d'agriculteurs. Là, on n'y arrivera jamais. L'agroécologie, passer l'échelle, c'est aussi de se dire, on est capable de faire des choses avec d'autres typologies d'agriculteurs, notamment, qui sont d'autres typologies. En tout cas, merci. Très intéressant, la thèse. Merci pour toutes ces présentations.